Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, c'est vendredi dernier, le 9 septembre, qu'a été présenté le projet pilote de Québec sur le service UberX qui entrera en vigueur 20 jours plus tard, soit le 29. Ce service reste donc illégal pour l'instant, ce qui n'a pas empêché des irrégularités et des amendes subséquentes et salées, figurez-vous. Prenons un peu de hauteur, comme on le fait à cette émission, et on va examiner ce qui est en jeu au-delà du simple service du soi-disant covoiturage. S'agit-il ici d'une commode simplification de la relation entre prestataires de services et usagers? Ou bien devrait-on plutôt s'inquiéter d'un éclatement des cadres traditionnels du travail, des notions de métier, de réglementation, de protection du travailleur? Et au-delà, est-ce qu'on serait en train d'assister à un rétrécissement du rôle de l'État, le régulateur suprême? Le point avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, sociologue et essayiste, président de Génération Nationale, qui voit dans cette histoire beaucoup plus que ce qu'elle ne laisse entendre. J'ajoute que Simon-Pierre Savard-Tremblay a l'insigne bonheur et honneur d'être chroniqueur à cette émission cette année. Bonjour Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bonjour JPT. Ah oui, c'est JPT, SPST, c'est vrai, oui. Ça va être plus simple. Plus simple, hein, très bien. Ouais. Un peu moins pour les auditeurs, par contre. Oui, c'est vrai. Vous êtes sur le pied de guerre, là? Vous êtes prêt à amorcer vos chroniques ici, cette année? Écoutez, ça me fera extrêmement plaisir, mon cher JPT. Ben, on est deux déjà à avoir du plaisir, et puis les auditeurs en auront très certainement. On va espérer que vous aussi en aillent, exactement. Tout à fait. Alors, oui, alors, quel est d'abord, partons du concret. Il y a une entente qui a été signée, il y a quelque chose avec Uber et le gouvernement? Écoutez, le matin même, Uber a dit « Nous quittons à minuit s'il n'y a pas d'entente ». Ouf. Et puis, ce n'est pas une expression, dans ce cas-ci, de dire que ça s'est réglé à minuit moins 2. Ça s'est littéralement réglé dans les quelques minutes avant l'heure butoir. Avec beaucoup de café chaud, du whisky? En tout cas, je leur souhaite. Mais vous savez, le Canada s'est créé à coup de gin. Hein? Ah bon? Vous savez, les premières conférences, oui, ce serait une autre histoire. On en parlera. D'ailleurs, ça va être le 150e du Canada l'an prochain. On fera une chronique là-dessus. Avec une caisse de gin aussi? Pourquoi pas? Bon. Alors, que dit l'entente? Alors, écoutez, l'entente, en gros, ce que ça dit, il y a quelques victoires quand même pour le gouvernement. Parce que les chauffeurs, désormais, ne pourront plus être monsieur, madame, tout le monde, comme c'était le cas auparavant, mais devront avoir le permis de taxi de chauffeur 4C. Ensuite, 90 cents par course devront être versés au Québec. Et c'est une contribution qui passe à 1,10$ entre 50 000 et 100 000 heures et à 1,26$ au-delà de 100 000 heures. C'est ça. Au-delà de ça, il y a aussi 7 cents de plus par course qui sont versés pour compenser l'assurance de l'industrie du taxi. La taxe de vente les taxes de vente, devrait-on dire, sont collectées. Et le tarif minimum pour chaque course passera de 2,50$ à 3,45$, pareil que le taxi. Ce qui a d'ailleurs fait dire à Alexandre Taillefer, l'entrepreneur, le créateur de Théo Taxi, que à tarif égal, selon lui, c'est pourquoi il saluait d'ailleurs l'entente, à tarif égal, le consommateur ne verra pas d'intérêt particulier à aller vers Uber plutôt que d'aller vers l'industrie traditionnelle. Donc c'est comme si on ajoutait d'autres chauffeurs de taxi à la flottille existante. Et c'est ce qui embête d'ailleurs un peu les chauffeurs de taxi. Parce que au-delà de ça, il y a quand même quelques victoires pour Uber. D'abord, les passagers vont aussi pouvoir faire face à une modulation tarifaire en fonction de l'achalandage. Vous vous souvenez du fameux scandale du Nouvel An l'an dernier, oui, quand les chauffeurs d'Uber ont surtarifé les passagers. Pour jour férié. Ben là, ça va être permis jusqu'à hauteur de 150% comme modulation. D'accord. Et c'est surtout au Québec Uber a eu des problèmes ou est-ce qu'ailleurs ça... partout, il y a eu des problèmes. Seulement en Californie, il y a eu des poursuites aussi. Non, ça n'a pas bien passé, mais on est le seul endroit où on est passé proche de les expulser, par contre. Ah, carrément. Et puis, l'industrie du taxi, d'ailleurs, ce qu'il faut préciser, n'a pas participé aux négociations. Ils ne sont pas contents parce que leur système de permis, qui est effectivement problématique à bien des égards, qui est un système de permis où il y a une spéculation à pu finir, ça a commencé à un tarif très, très abordable. C'est cher comme tout maintenant. C'est cher comme tout maintenant. Mais eux, justement, se disent, nous, on l'a payé une fortune. Pourquoi pas eux? Pourquoi eux, on l'avoir à tarif réduit? Évidemment, oui. Bon. Ah oui, donc eux, ils peuvent commencer à partir de zéro, puis ensuite faire comme les chauffeurs de taxi, mais sans avoir payé leur pas cotisation, mais adhésion. Ben écoutez, là, ils n'ont plus le choix de l'avoir. Ils n'ont plus le choix de l'avoir. Parce que, vous savez, justement, vous avez dit en introduction que Uber est un service de covoiturage. C'est faux. Du covoiturage, qu'est-ce que c'est? On en a déjà fait en sortant de la station. Je vous ai dit, je m'en vais au point A. Est-ce que ça ferait ton affaire? Je te laisse au point B en chemin. Vous m'avez dit oui. Vous, conducteur, m'offrez de me conduire au point A
Parce que c'est votre point que vous avez défini au préalable. C'est moi qui l'ai j'avais décidé. qu'à dire oui ou non. Exact. Et j'ai dit oui. Et parce que c'est ça le fait votre covoiturage. affaire. OK. Uber, Sauf c'est pas une ça. entreprise de covoiturage comme Amigo Express, comme AlloStop, Oui. ça veut dire qu'en plus, je vous demande une petite contribution. Ça veut dire Oui. je m'en vais à Québec Oui. et donnez-moi une petite part, ça va m'aider sur l'essence. Voilà. Donc finalement, étant donné qu'en plus, on se connaît pas, ça nous permet... c'est un peu utilitaire. Bon. Oui. Uber, ce n'est pas ça. C'est un service de taxi malgré leur démenti. Parce qu'un service de taxi, c'est ce qu'Uber fait, c'est-à-dire je vous appelle, c'est-à-dire prenons l'exemple où c'est encore moi le conducteur. Ouais. Alors vous êtes le conducteur, Ouais. moi je vous appelle Vous êtes SPST. Vous êtes au centre-ville, vous voulez à Côte-des-Neiges, je suis au plateau, vous m'appelez, vous me dites, pars du plateau, viens-t'en au centre-ville Oui. et amène-moi à Côte-des-Neiges. Donc c'est ça, le client qui lui décide de la destination. c'est du taxi, ça, jusqu'à preuve du contrat. Oui, j'imagine. oui. Décide de la destination et surtout ne se déplace pas. Là. C'est le chauffeur qui va le chercher là, à la D'accord. porte. Là. Donc ça, c'est Uber. Bon, Uber n'est que la pointe de l'iceberg d'une tendance mondiale beaucoup plus fondamentale à la flexibilisation, je ne sais pas si ce mot existe, mais Oui. la flexibilisation du travail, de l'offre, de la demande et tout ça. Je veux dire, on devrait se réjouir de ça. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui prennent Uber disent c'est chouette, c'est pratique, on n'attend pas, c'est moins cher, etc. C'est des arguments que moi j'entendais. Attention. Ah. Ouais, j'ai l'air de vous avoir déçu. Non, mais vous alimentez la conversation, c'est merveilleux. Écoutez, pour commencer, moi, je n'ai jamais accepté ou approuvé l'emploi de ce terme-là qui était celui d'économie du partage. Pourquoi? Je préfère de beaucoup celui qu'on utilise aux États-Unis de gig economy. Gig étant la job-in, le petit travail, le boulot. C'est un boulot, là, tu sais, Okay. vous voyez un peu le genre. Et il faut regarder un petit peu l'histoire de l'évolution de l'emploi. Dans le passé, jadis, traditionnellement, c'était la logique de métier. C'est-à-dire, celui qui existe un métier avait bénéficié d'un apprentissage d'expérience spécifique. Ça lui donnait une certaine autonomie parce qu'il était spécialisé dans son domaine, dans sa des pratique. corporations, des artisans et tout ça. Jadis. Ouais. Ça a été liquidé peu à peu par le capitalisme. Mm. Vers la fin du 19e siècle, la division moderne du travail est advenue. Vous vous rappelez du fameux film de Charlie Chaplin? Est-ce que c'était drôle, mais c'était tragique Les temps en même modernes, temps. oui, c'était tragique, c'était l'aliénation. C'était la division qu'on disait horizontale, c'est-à-dire Chaque ouvrier tournait... faisait une petite tâche répétitive. C'est ça, voilà. Autrement dit, travail à la chaîne. Et on parlait aussi de division verticale du travail parce qu'il y avait une division entre ceux qui planifient les tâches et ceux qui les exécutaient. exécutent. Exact. D'accord. Ça aussi, peu à peu, ça a disparu. Ça a disparu surtout, je dirais beaucoup au cours des années 70, quand le capitalisme s'est financiarisé. Oui. Là, le modèle en vogue, qui est un peu celui de qu'Uber pousse à son paroxysme, c'est l'idée de faire croire à chacun qu'il sera son propre contremaître. Donc, il sera entièrement maître de ce qu'il fait. Sauf qu'il y a une atmosphère beaucoup plus concurrentielle, beaucoup plus compétitive qu'il y avait jadis. Il n'y a plus l'espèce de saine oisiveté qu'on voyait dans certaines générations précédentes. De saine oisiveté. Oisiveté, une saine paresse, dirons-nous. Autrement dit, le travail de 9 à 5, on sait que c'est encadré, on sait qu'entre 9 et 5, on ne fait rien d'autre que travailler, à part manger le midi et fumer une cigarette en après-midi. Oui. Mais on sait qu'à partir de 5 heures, on est complètement libéré du travail. On va voir les amis, on va voir la famille, on passe du bon temps, on va à l'épicerie, on fait tout sauf ça. Vous auriez été heureux sous Brejnev en Russie soviétique, alors. Abusez pas, là. Oui, écoutez, c'était assuré mur à mur. Oui, c'était assuré mur à mur, mais là, c'est un peu une caricature que vous faites. Là. Vous devriez aller militer avec Adrien Pouliot dans le Parti conservateur du Québec. Je ne milite que pour moi. Alors, écoutez, en tout cas, vous êtes sûr, vous êtes à Radio Ville-Marie, il y a des stations au Québec qui seraient sans doute heureuses de vous avoir, avec des propos comme ça. C'est très bien. Alors, je vais offrir mes services ailleurs aussi. Ça fera beaucoup de job à faire. L'évolution du capitalisme... Mais donc, bref, c'est ça. C'est qu'on dévalorise ça. On voit ça comme un modèle un peu conservateur. On dit... c'est rigide. C'est la stabilité, c'est rigide. Puis d'autant plus que ça a le malheur de favoriser la vie amicale et familiale, ce qui est terrible de nos jours. Ce sont des valeurs qui ne sont pas monnayables. Donc, c'est donc absolument épouvantable. Vous faites un parallèle entre la stabilité de l'emploi, le 9 à 5, le côté un peu tiède, mais en même temps rassurant, et la stabilité des amitiés, des familles et tout ça? Ben oui, absolument. Regardez, le travail sur appel, c'est quelque chose d'absolument terrible. Je vous dis pas que le modèle, évidemment, de Chaplin, des temps modernes, du travail à la chaîne, était forcément quelque chose de formidable. Loin de là. C'était même plutôt aliénant plutôt que d'autres choses. Sauf que le travail un peu protégé, disons, qu'on pourrait appeler de l'ère keynésienne, là, de l'entre-deux-guerres et post-deuxième guerre mondiale, qui est arrivé beaucoup par Roosevelt aux États-Unis avec le New Deal, c'est quand même être capable de joindre les deux bouts. Un individu ne vit pas que pour son travail. Un individu ne vit pas que pour, on pourrait dire même méchamment, pour le profit de celui qui l'embauche. Il y a...
il y a un paquet d'autres raisons pour lesquelles un individu vit, et la vie sociale humaine, il me semble, devrait être valorisée. Vous ne croyez pas? Tout à fait. Mais moi je lis autre chose dans ce que vous dites, Simon-Pierre Savard-Tremblay. C'est que, bon, c'est bien beau la flexibilité, c'est bien beau la concurrence, le plus fort gagnera, et puis finalement, c'est le modèle gagnant qui va servir de modèle pour l'avenir, etc. Oui. On ajoute d'ailleurs le code... Je finis juste ma pensée SPSC. Excusez-moi. C'est-à-dire que mais il faut quand même la vie humaine n'est pas pure spontanéité. Elle est réglementée. Il y a quand même un guide, un guide de bonne manière qui est représenté en fait par l'État. Oui, qui est le régulateur suprême. Heureusement, bien que ça soit remis en question aujourd'hui, heureusement qu'il y a ça. Là. Alors justement, l'ubérisation n'est que la pointe d'un iceberg qui voudrait en fait réduire l'État à sa plus simple expression. Ben, vous ajoutez d'ailleurs à ça, au-delà du modèle qui est colporté par Uber, oui, leur attitude, le chantage qui a été fait à l'égard de l'État du Québec, qui légitimement porte les consensus québécois, qui légitimement, qu'il le fasse bien ou mal, c'est autre chose. Ouais. Je suis très critique de l'actuel gouvernement, la question n'est pas là. Mais c'est néanmoins au sein de l'État que s'affirment les lois, que s'affirme le monopole de la contrainte, comme on l'appelait jadis. Oui. Alors, que l'entreprise vienne, falsifie les lois, qu'elle cherche à fuir les lois du travail, à fuir les reconnaissances des catégories socio-professionnelles qui sont en vigueur, en disant c'est ma propre loi qui s'en vienne, c'est aussi révélateur de quelque chose. Puis pour les partisans d'Uber, je regrette, pourquoi ne pas avoir tout simplement milité pour que la loi soit améliorée, pour faire place, améliorée selon eux bien sûr, pour faire place à un modèle du travail comme celui d'Uber, au lieu de dire nous incitons à contourner les actuelles lois. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un moyen terme entre l'ubérisation et, pas le tout État, mais la réglementation excessive? Oui, parce que vous faites bien de spécifier, parce que le système des permis est très loin d'être parfait. Il y a au contraire beaucoup de problèmes. Il a plutôt enrichi les banques plus que d'autres choses et endetté l'industrie du taxi. Je ne peux pas vous dire précisément comment, mais il y aurait sans doute des manières pour ramener les permis du taxi à des prix qui sont acceptables pour tous. Ceci dit, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça crée une injustice. Ceux qui l'ont payé à gros prix ne seront sans doute pas très contents de voir que le prix sera baissé par la suite pour les générations qui suivront. Donc, c'est vraiment pas facile. C'est un casse-tête, dans tous les cas. Sauf qu'il y a moyen, bien sûr, de faire place. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'une entreprise vienne s'installer, mais encore faut-il, même une transnationale, mais qu'elle respecte les lois locales. Est-ce qu'il y a une défense d'un nationalisme dans ce que vous dites ou pas? Ben oui, bien sûr. D'une certaine façon, c'est un peu ça. Là. C'est le droit démocratique pour chaque nation d'avoir ses propres règles et pour quiconque qui vient s'y installer de s'y plier. Il y a aussi dans ce que vous dites, Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous me direz si je me trompe ou pas, il y a toujours l'individu et l'État. Ce sont les deux extrêmes, n'est-ce pas? Pas nécessairement, mais en tout cas... Voilà. Je vais l'accepter pour la fin de votre démonstration. Oui. C'est toujours la question des corps intermédiaires qui est en jeu. Uber penche carrément vers l'individu. Il faudrait remettre du poids sur la balance de l'État. Mais toute l'histoire politique et économique humaine est aussi entre ces deux pôles, non? Oui et non. Je vous dirais que l'économie, ce n'est pas affaire simplement d'individus ou de lois immuables. L'économie, c'est affaire d'institutions. L'entreprise privée en est une. Oui. Les infrastructures en sont d'autres. L'État en est une. Tout ça l'éternelle question est dans la manière dont on articule ces institutions-là. L'État seul n'est rien, le privé seul n'est rien. Il faut trouver donc tout le remplissage, si je veux dire, entre ces deux couches, il faut trouver un langage qui puisse satisfaire tout le monde. Absolument, absolument. Et ce qui est majeur, justement, c'est la place de cet État-là. L'État ne doit pas être enfermé lui-même dans l'impuissance. Il doit être capable d'agir, de réagir. La question d'Uber ne se posait pas il y a à peine 2-3 ans. C'est un enjeu nouveau. Donc, il faut qu'il y ait une souveraineté de l'État pour faire face à tous les nouveaux enjeux comme ça qui vont se présenter sur la table. Les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 3 ans, puis ne sont pas ceux qu'il y aura dans 5 ans non plus. Est-ce qu'il faudrait que l'État ait une forme de transcendance par rapport à tous les acteurs économiques, que l'État ne soit pas kidnappé par qui que ce soit, qu'il soit en un sens neutre? Que voulez-vous dire? C'est-à-dire que dans l'ubérisation du monde,
pardonnez ce néologisme, ben c'est le plus fort qui va remporter la mise, au nom de la flexibilité, au nom de l'évolution nécessaire de l'économie de la société. Ben, du capital humain, c'est comme ça qu'on appelle maintenant les individus. Alors, l'État est là pour dire j'appartiens à personne et c'est moi qui régule, c'est moi qui, un peu comme le père de famille qui lui n'appartient en fait à personne ou Dieu le Père si vous voulez, le transcendant total qui n'est pas objet de possession de qui que ce soit. Ben ça va de soi, bien entendu. L'État ne doit pas être le représentant d'intérêts privés quelconques, même si c'est malheureusement ce que c'est devenu. Est-ce que tout ce que vous dites au sujet d'Uber, Simon-Pierre Savard-Tremblay, vous avez parlé des transnationales, je veux dire, j'ai l'impression que votre critique vise aussi la propension des transnationales à être plus forte, à bouffer, en fait, à phagocyter les États. L'économique est plus fort que le politique. Uber n'est qu'un Xème épisode de cette évolution presque inéluctable pour l'instant. Absolument. Écoutez, on assiste au dépassement du modèle démocratique. On en est à une époque où on considère que l'affirmation de la majorité à travers la démocratie, à travers son État, à travers son gouvernement, serait à dépasser. Que ça aurait été une phase dans l'histoire, le modèle l'État-nation finalement, et qu'aujourd'hui, on en serait plutôt à l'époque où, selon des dogmes d'ailleurs qui sont très, très discutables scientifiquement, mais on prétend que c'est scientifique, c'est néanmoins scientifique, les dogmes de l'économie dominante, on prétend que en remettant à tous et chacun aux intérêts de tous et chacun, on en arriverait plus aisément au bonheur de tous, au bonheur de l'humanité. Vous connaissez la fable des abeilles? De Mandeville? Oui, absolument. Racontez-la un petit peu. Tout est là-dedans. Alors écoutez, c'est l'histoire d'une ruche, c'est l'histoire d'une ruche où les abeilles sont d'abord très, très vertueuses. Non, sont d'abord, où le vice règne, mais où on prospère. Les abeilles prospèrent. À partir du moment où les abeilles voulant acquérir la vertu en font la demande à Jupiter, ça leur est donné. Ils tombent dans la vertu, mais la ruche perd immédiatement de sa prospérité et des centaines de milliers d'abeilles meurent. Alors, donc, le sous-titre de la fable des abeilles était « Les vices privés donnent la vertu publique ». Vous en pensez quoi, vous? Je pense que... pas vraiment pour. Je pense que ça ne fonctionne pas vraiment. Je pense que ça a mené à un paquet de crises et qu'il y en aura d'autres, d'ailleurs. Je pense que c'est un modèle triste. D'ailleurs, pessimiste sur la nature humaine, même. Vous êtes pessimiste sur la nature humaine? Eux le sont. C'est un modèle qui est pessimiste. C'est Mandeville, Hobbes, tout ça. Je veux dire, l'homme n'est pas nécessairement très propre. Il faut le moins par moins va faire plus, si vous voulez. Donc, deux vices vont pouvoir créer une vertu. Tout à fait. C'est un peu l'idée là-dedans. Autrement dit, dire que l'action non intentionnelle sera plus forte que l'action intentionnelle. Maintenant, tout ce que vous dites, on revient à Uber, si moi, Pierre, ça va trembler. Est-ce que tout à fait, désolé pour l'aparté. Au contraire, c'est le but de l'émission. D'ailleurs, on réfléchit de façon latérale et parallèle à certains phénomènes. Est-ce que la population générale se sent mobilisée face à ces questions-là ou on sent un assoupissement général? C'est dur à dire. C'est très dur à dire parce que... Je parle au sociologue que vous êtes. Oui, c'est dur à dire aussi. Comme sociologue, il faut parfois déclarer forfait. Ne pas prétendre connaître la vérité absolue, mais peut-être, j'irai avec une hypothèse. J'ai l'impression que, de manière générale, les Québécois, du moins, sont de moins en moins portés à se battre. Ils réagissent de moins en moins face aux bavures. Ça, c'est un fait. Ils sont de plus en plus difficiles à mobiliser. Et maintenant, vous avez une situation où, en plus... Ce modèle-là se joue sur le côté un peu attrayant du consumérisme. Offrir des nouveaux produits à coût modique. Quiconque sera d'accord avec ça. Tout à fait, oui. C'est un peu l'achat des consciences, finalement. Et... Vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas sur de la ramasse de temps en temps, non? Ça fait très très longtemps que j'y ai pas mis les pieds. Ah bon, vraiment? Oui. Donc vous prêchez? Non, c'est vrai, j'ai acheté des verres il y a peu, c'est vrai. Tricheur! Je le déclare. Vous dites au Québec, les consciences s'assoupissent, c'est un peu généralisé, non? Oui, mais vous m'avez demandé un point de vue généraliste aussi. Oui, mais dépassons un peu le Québec. J'ai l'impression que tout l'Occident, en général... Oui, absolument. Mais aussi avec justement cette confiscation des leviers communs. Comment voulez-vous que les gens s'affirment? À travers quoi peuvent-ils s'affirmer? Pour ça, maintenant, d'ailleurs, qu'il y a une espèce de multiplication des groupes sociaux, parce qu'on se dit, si je veux militer pour l'environnement, par exemple, vaut mieux que j'aille chez Greenpeace. C'est un lobby, ça aura plus de pouvoir que d'être dans un parti politique, par exemple. C'est rendu ça.
C'est rendu ça la mentalité généralisée. Donc, morcellisation, parcellisation des appartenances. Fragmentation, si vous préférez. Fragmentation. Donc, l'idée de Québec risque de s'attiédir, si j'ose dire. Oui, puis ce qui est d'autant plus difficile dans le cas de ce qu'on appelle une petite nation comme celle du Québec. Une nation qui n'a pas un État complet et une nation dont le nombre et la situation géopolitique place dans une situation très précaire. Oui, voilà. Précaire. Oui. Simon-Pierre Savard-Tremblay, donc, je vous souhaite la bienvenue donc, à cette émission. Vous une chronique hebdomadaire tous les mercredis. Oui, chaque mercredi à 12h30. Voilà. Oui, midi 35. Midi 35. Vous pointez à 12h15 et puis on discute à 12h35. J'ai menti à mes lecteurs Facebook en disant 12h30. Alors, mais je corrigerai pour 12h35. On va corriger le tir au fur et à mesure. Je rappelle donc que vous êtes sociologue et essayiste, président de Génération Nationale. Avez-vous un site Internet? Est-ce qu'on peut... je sais que vous êtes sur Facebook. Est-ce qu'on peut vous sonner les cloches quelque part d'autre? Oui, ben écoutez, Facebook, Twitter, sinon génération-nationale.org. Évidemment, oui. Forcément, oui. Merci beaucoup, Simon-Pierre. Merci à vous, JPT. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir. JPT, c'est Jean-Philippe Trottier, au fait, pour les amateurs. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, la 3e conférence sur les religions du monde après le 11 septembre. Et pour finir, liturgie et souffrance humaine. À la régie Daniel Fortin, ici Jean-Philippe Trottier, je vous remercie de votre fidélité et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio VM.